rejoint sur cette. Merci de nous avoir rejoints sur cette visite de chantier. Donc là, on est dans la région de l'Aquitaine. Donc ici, il fait beau et il fait chaud. Donc on a un peu de la chance d'être ici et on est venu là pour visiter du coup un chantier d'une maison de 140 mètres carrés. Donc après étude, on a décidé qu'il fallait 5 murs géothermiques avec un ballon et une pompe à chaleur qu'il y a ici qui est à peu près à 5 kW. Donc pour alimenter chauffage et eau chaude sanitaire à l'intérieur de cette maison. Donc je vais vous emmener visiter d'abord les murs géothermiques avec les nourrices, les collecteurs extérieurs, et on reviendra rapidement faire un tour des éléments qui est ici à l'intérieur. Alors là, on est au niveau du terrain. Donc ici, on voit très bien ici. Donc c'est là où où le propriétaire a fait la tranchée. Donc c'est installation en autoconstruction. Donc c'est le propriétaire qui a fait les travaux. Donc il y a une grande tranchée ici avec les 5 murs. Et on voit ici 2 regards. Donc regard construit de ses mains avec les nourrices. Donc on va regarder l'intérieur d'un regard pour voir à quoi ça ressemble et comment ont été branchés les murs par rapport au collecteur. Là, tu marches sur des gravats. Là, en fait, c'est un chemin. Hein, c'est pas l'endroit où sont les murs. Hein. En effet, oui, c'est pas l'endroit où sont les murs. Les murs sont un peu plus en contrebas, donc sont ici. Et le chemin, en fait, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc du coup, à l'intérieur de la tranchée. Donc du coup, pour éviter de remettre tous ces gros cailloux et abîmer les murs, C'est les fouilles. c'est les fouilles, voilà. Donc à l'intérieur, pour le remblai, au lieu de mettre d'aussi gros cailloux, le propriétaire a remis de la terre avec du sable pour justement une meilleure condition au niveau des échanges caloriques. Au revoir. Très bien. Alors, peut-être que pendant que tu es là, je vais arrêter 5 secondes. Je vais peut-être passer les photos que tu m'as envoyées Okay. pour voir la tête que ça avait pendant les travaux. Okay. Donc, du coup, l'écran, c'est ces trucs-là. OK, partagé. Voilà. Donc, en gros, voilà la tête des 5 secondes. Voilà. Donc là, on a Antoine qui est à peu près au niveau de l'engin Hitachi. Et voilà la tranchée qui était faite. On voit les gravats qui sont à l'endroit où maintenant est le chemin. Et on voit au fond de la tranchée le mur géothermique. Donc, on va avoir ici quelqu'un qui essaie de mettre le mur géothermique. Alors, ne faites pas forcément exactement comme lui. N'essayez pas de vous mettre côté tranchée, mais plutôt à l'opposé de la tranchée pour éviter de tomber dans le trou avec les murs géothermiques. Et notre client avait commencé à rajouter avant au début donc un lit de gravier pour permettre de voir un fond plat, ce qui n'est pas forcément obligatoire, mais en fait c'était sa volonté. Et éviter aussi de vous mettre au fond de la tranchée comme Monsieur C l'a fait. Mais voilà à peu près l'excavation que ça fait. Donc on voit le mur géothermique au fond de la tranchée. Donc là, on est à peu près, la personne qui est à droite en haut de la photo, est à peu près au niveau où se trouve Antoine actuellement. Voilà une autre photo pour vous montrer à peu près à quoi correspond l'excavation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, effectivement, ici, il y a aussi au sud de la Loire, donc il y a beaucoup de calcaire. Donc, le calcaire a été obligé d'être retiré parce qu'il y a beaucoup de pavasses pour permettre de remblayer avec une terre un peu plus sympathique. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout comme photo pour vous montrer à peu près. Et là, donc, c'est la vue de la localisation pour aller jusqu'à la maison, où là aussi, notre client avait rajouté un peu de gravier au fond pour pouvoir faire un lit pour mettre les tuyaux. Voilà, je te laisse reprendre la main, Antoine, pour montrer les nourrices. Merci. Tu vois, non? Donc, alors, attends, il y a le maître. Il y a des gens qui sont un petit peu en retard.
Voilà. Alors là, on se trouve au niveau de la tranchée, donc la tranchée la plus loin, avec un raccordement à 3 murs géothermiques. Voilà, je t'en prie. Donc on a le retour de la pompe à chaleur ici, donc avec de l'eau froide. Et ici, ça rentre avec les débitmètres. Donc on voit les débitmètres à l'intérieur des murs. Et ça rentre à l'intérieur des murs géothermiques avec de l'eau froide pour ressortir avec de l'eau chaude ici. Donc elle est chaude actuellement, elle est à 15 degrés. Voilà. Elle ressort ici au niveau de ce collecteur et repart vers la pompe à chaleur ici afin de pouvoir faire de l'eau chaude sanitaire et de l'eau de chauffage. Donc actuellement, la Terre est à 15 degrés, c'est ça? C'est On a ouvert les regards la température est influencée avec par le soleil. par le soleil. Ah, d'accord, ok, oui, je me disais, c'est Donc, Tout à l'heure, on était à 8 ou 9 degrés. c'est ça. Tout à l'heure, en température de rentrée, on était à 5 degrés. En température de sortie des murs, on était à 9 degrés. Et là, le soleil change. On a ouvert les regards, donc du coup, le soleil a fait augmenter les températures des débitmètres, enfin des thermomètres qui a à côté. Donc on va retourner à l'intérieur pour regarder plus précisément les éléments. Alors Donc, attends, avant de partir vers l'intérieur, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à cet endroit-là? Pour les retardataires, donc la vidéo est enregistrée et on mettra la copie intégrale de la vidéo sur Facebook et peut-être en privé sur YouTube, on verra, mais au moins sur le groupe privé Autoconstruction, de telle façon que ceux qui ont raté les quelques premières minutes puissent voir les premières minutes de la vidéo. Alors, est-ce que vous avez des questions avant de rentrer dans la maison? Non, a priori, pas de Oui, questions. Bah, oui, si, une si. question. J'ai une Oui. question. Je voulais savoir théoriquement les deux regards qui sont extérieurs pour assembler justement la tuyauterie. Est-ce qu'ils ont besoin d'être protégés l'hiver, je suppose, hein, pour pas que ça gèle, hein? Antoine? Ouais, je comptais te laisser répondre, mais en Ah, effet, d'accord. les regards sont du coup ici enterrés. Donc il y a à peu près 80 cm à 1 mètre de profondeur pour les regards, afin de recevoir l'arrivée des tuyaux des géomurs et le départ vers les pompes à chaleur. Donc à la fin, le haut du regard atterrit à un sol fini. Et là, ils sont isolés avec un peu avec de l'isolant voilà, classique, afin de conserver un maximum de température, ce qui n'est pas forcément obligatoire au vu des peu de pertes, mais ça améliore toujours la performance de la pompe à chaleur. Ouais. En gros, c'est mettre la nourrice à peu près à un niveau tel qu'on la mettrait pour une arrivée d'eau, un regard pour l'arrivée d'eau sanitaire. Là, donc, notre client a choisi de faire un regard maçonné et confortable. Sinon, donc, on a à disposition des petits regards qui ressemblent à des regards en plastique pour l'arrosage du jardin, qui sont composés de 3 hausses qui font chacun 40 cm de hauteur, je crois. Et donc, on a une vidéo sur YouTube qui montre qu'on met la première hausse en bas qui fait 40 cm. On met les nourrices et après, on finit de mettre les deux autres nourrices et on rebouche autour. De telle façon que le haut de la nourrice est à environ 40 cm en dessous du niveau du sol. Alors, dès lors que la nourrice est vraiment en dessous du niveau du sol et qu'il y a un couvercle par-dessus, ça gèle pas, quoi. Et puis, de toute façon, si ça gèle localement, il y a de l'eau qui circule. C'est pas ça qui va changer grand-chose au niveau de la nourrice. Ça va juste peut-être diminuer un petit peu la performance du mur géothermique et encore. Autre question? Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de se connecter encore, donc on enregistre la vidéo pour que vous puissiez voir tout le reste que vous avez peut-être loupé. Petite précision, oui. quand même, le réseau ne risque pas de geler, les murs sont pré-remplis en eau glycolée, donc il n'y a aucun risque de gel à l'intérieur des tuyaux. D'accord. Alors, quelque chose au niveau de la performance de la pompe à chaleur. Donc là, on vient de dire qu'il y a l'eau qui sort du mur géothermique à peu près à 9 degrés. Les performances des pompes à chaleur, telles qu'elles sont marquées sur la fiche technique, sont pour une eau à température de 0 degré, qui est en principe le minimal qu'on va avoir. Et la pompe à chaleur que vous allez voir, en fait, il y a un COP déjà de 4,5 à 0 degré. Donc, en 0 degré en sortie de mur géothermique. Là, on a une eau à 9 degrés. Donc, en gros, le chauffage se fait avec un rendement à peu près. Si l'eau de chauffage est à 35 degrés,
on doit avoir à peu près un rendement de la PAC à 5,5, 5,6. Donc là, si vous voulez, on va rentrer dans la chaufferie, qui est naturellement qui est naturellement à l'opposé des murs géothermiques, pour que ce soit plus facile. Et voilà. Parfait. Je te remercie. Il y a un bruit important là. Je crois que c'est Sofiane. Je crois que vous avez pas mal de bruit. Allez, hop, Alors, désactivation. voilà, parfait. Donc là, on se retrouve à l'intérieur de la chaufferie. Donc, on voit très bien le ballon, ici 300 litres, donc qui fait la partie ECS en haut à 55 degrés, et la partie chauffage qui est plus vers le bas, qui est réglée à 35 degrés. Voilà, donc pour permettre un chauffage, donc ici en basse température, en plancher chauffant. Donc, on a les thermostats, les vases d'expansion, donc les éléments de sécurité. Ici, on retrouve la pompe à chaleur, donc 4,8 kW, qui va servir justement à l'installation pour chauffage et eau chaude sanitaire. On a l'échangeur à plaques qui sert justement au rafraîchissement l'été. Donc, on va reprendre la fraîcheur de la terre pour la mettre à l'intérieur de la maison par le biais du plancher chauffant. Donc, c'est une grande surface d'échange qui permet un rafraîchissement beaucoup plus efficace. Donc là, c'est pareil, organe de sécurité, donc potence pour la partie chauffage. Et le client a même rajouté un filtre magnétique. Donc c'est pareil, quelque chose d'assez important, filtre Atami, pour anti-boue, filtre magnétique, pour justement permettre d'écarter les impuretés et que ça ne bouge pas les tuyaux au fur et à mesure de l'utilisation. Donc là, et Alors, après… donc filtre magnétique ou filtre à boue, il y a l'un ou l'autre. Hein. Tu n'as pas mis les deux là, si? Non, il n'y a pas les deux, il y Il a y a juste l'un ou un. l'autre. Hein. Ok, d'accord. C'est ça. Et on retrouve après les nourrices pour la partie chauffage, donc entrée en eau chaude et sortie du plancher chauffant. Très bien. Donc là, tu as passé un peu rapidement. Et en fait, on a un gros plat de spaghettis derrière. Notre client avait souhaité faire une panoplie en cuivre. Donc, à vous de choisir si vous voulez du cuivre ou du multicouche. Donc, le client aussi avait choisi de mettre l'échangeur à plaques, qui est les boîtes grises qui est en haut, qui est l'échangeur pour le géocooling. Alors, le géocooling, normalement, qu'on met par terre, mais donc notre client préfère le mettre en hauteur, ce qui explique un petit peu toute la tripaille qu'on voit derrière. Alors, cet échangeur à plaques qui est en dehors de la pompe à chaleur est utilisé l'été pour faire ce qu'on appelle le géocooling, donc le rafraîchissement, sans avoir la pompe à chaleur en marche. Donc, en fait, on peut utiliser en parallèle du fonctionnement de la pompe à chaleur qui peut faire de l'ECS, par exemple l'été. On a le circuit géothermique qui est en relation avec cet échangeur à plaques pour mettre dans le pain chauffant une eau à température qui est en principe de 18 degrés. Alors, en principe, dans nos régions, on a toujours une eau en dessous de 18 degrés. Et c'est pour ça qu'on a en dessous de l'échangeur à plaques, tu peux te rapprocher un petit peu, Marois, pour qu'on puisse voir la vanne 3 voies, enfin la vanne mélangeuse, qui est juste là, qui est ici, qui permet de réguler la température de rafraîchissement l'été, de telle façon qu'on ne descende pas en dessous de 18 degrés, surtout si vous avez un plancher chauffant, sinon vous allez peut-être avoir un peu de problème de point de rosée. Voilà. Donc le fonctionnement de la pompe à chaleur tel que vous le voyez, la pompe à chaleur va fonctionner de toute façon avec le ballon qui est à droite. Le ballon qui est à droite a deux niveaux de chauffage, donc il y a même une étiquette. Le haut du ballon est à 55 degrés et le bas est à 35 degrés. De telle façon que 35 degrés, c'est la température qu'on peut avoir pour le chauffage au sol. Et 55 degrés, c'est la température qu'on va pouvoir avoir pour l'eau chaude sanitaire. Alors vous me direz, c'est peut-être un peu bas parce que d'habitude, avec la légionellose, on essaye de chauffer à 60 degrés. Oui, mais là, en fait, on utilise un ballon qui est un ballon à chauffage instantané. Donc, il n'y a pas d'eau sanitaire stockée dans le ballon. Donc, on n'a pas de problème de légionellose, même à 55 degrés. Voilà. Donc, la pompe à chaleur va chauffer soit le bas du ballon, soit le haut du ballon, avec deux sondes. Donc, c'est les petites boîtes bleues qui sont marquées ici, qui sont en haut. Pour dire, là, si on n'a plus assez d'eau chaude
sanitaire, on chauffe à 55 degrés. Et dès lors qu'on est à 55 degrés, la sonde du bas va permettre de dire, ben, est-ce qu'on a besoin de chauffer aussi le bas du ballon. Voilà. Donc ça, c'est un côté. Et de l'autre côté, ben, on va pouvoir faire du rafraîchissement si on veut besoin l'été. Et à gauche, vous avez un circulateur qui va à gauche, voilà. Ça, c'est le circulateur de chauffage qui va permettre de pomper dans le ballon l'eau qui va aller dans le plancher chauffant. Donc là, il est la tête à l'envers parce que l'eau va vers le bas pour aller aux nourrices. Donc, on voit vraiment l'eau qui est… Alors, d'ailleurs, ça fonctionne actuellement. On voit du débit sur la nourrice. Oui, tout à fait. On l'a activé spécialement justement pour le voir. Ouais, Et donc, le circulateur est contrôlé par un thermostat d'ambiance, donc avec la température ambiante. oui. Et à partir du moment où la température est détectée comme trop faible, donc là, on l'a un peu mis au-dessus pour voir que ça fonctionne. Et du coup, ça active automatiquement le circulateur qui fait fonctionner le débit et donc chauffe les pièces. C'est pas très chaud, là, hein, 14 degrés? Ah non, 19, Non, non, non? non. C'est vrai? Oui, Et on est bien. Non, non, on est très d'accord. bien. Bah, Il 14 fait degrés, chaud c'est ici. En Aquitaine, il fait plus chaud qu'au bureau. D'accord, mais là, c'est 14 degrés ou 19 degrés, la température de la maison, là? Non, 14. C'est 14. 14,4 pour l'instant. D'accord, ok. Il y a des courants d'air. C'est parce que la porte du garage est ouverte et tout ça, mais D'accord, très bien. Ok. Et la température d'eau actuellement de chauffage est de combien? alors je vais regarder ça tout de suite. Alors en température en entrée de nourrice, on est actuellement à 20 degrés. D'accord. Oui, parce qu'en fait, on est à 14 degrés dans le salon, donc du coup, on pompe beaucoup sur C'est la ça. pompe à chaleur là. Ouais, d'accord. Très bien. Alors, je crois qu'il y avait des gens qui avaient des questions là sur le plancher chauffant. Est-ce que tu peux nous expliquer le plancher chauffant que l'on a? Attends, on a combien ici pour le ballon, en haut du ballon On actuellement? a 50 degrés au niveau du thermostat affiché sur le ballon. D'accord, donc on a les choses sanitaires et du coup, maintenant, on est en train de chauffer C'est ça, le tout à plancher. fait. D'accord. Alors là, on n'entend pas, donc on met la pompe à chaleur à tourner. Donc juste avant que la visio commence, Oui, elle a tourné une demi-heure, donc on discute ouais, d'accord. tranquillement. Voilà, donc pour permettre de réchauffer l'intégralité, enfin le Mhm, ballon en eau mhm. chaude sanitaire. Très bien. Des questions sur le plancher chauffant, je crois qu'on a eu tout à l'heure. C'est quel type de plancher chauffant qu'on a mis ici, s'il te plaît? Alors on était en TMS, donc polyuréthane extrudé. Oui. Donc avec un pad de 20 cm, donc tôle aluminium Mhm. et tuyau après raccordé, voilà, directement tuyau en PE, 16 Oui, mm. d'accord. Voilà, raccordé au niveau Et des d'accord. collecteurs. Et au niveau de la chape, qu'est-ce qu'on a? On a du parquet, on a du Fermacell et on a quoi exactement là? Là en ce moment, Une chape liquide. on est en chape liquide. D'accord. Donc quelle épaisseur pour là, du coup? 5 cm. D'accord. Donc là, on a plutôt un mode de fonctionnement conventionnel avec une forte inertie, donc avec quelque chose qui fait 5 cm. D'accord. Là, j'ai une question. Oui. Quelle épaisseur minimale on peut mettre de chape au-dessus des tuyaux? Alors, soit on est en chape sèche, donc du Fermacell, on est à 2 cm. Soit ce qu'on va plutôt proposer, c'est du Thermoplus, qui est une chape fibrée, qui elle est en 2,5 cm d'épaisseur. Donc en général, les gens mettent plutôt 3 cm que 2 cm et demi, parce que c'est pas facile à couler 2,5. Mais 3, ça nous donne en fait une chape qui a une inertie assez faible et qui permet de chauffer très rapidement ou voire de refroidir rapidement. Donc plus on met d'épaisseur, plus on est à d'inertie et moins on peut bénéficier d'avoir une économie d'énergie, par exemple la nuit, ou de rafraîchir rapidement si on a besoin l'été. D'accord. Et alors, bon, c'est un petit peu marginal par rapport à cette application, puisque là, c'est un plancher chauffant, mais vous vendez aussi des plafonds chauffants? Oui, bah c'est la même chose, mais au plafond. Oui. Donc là, il y a moins d'inertie? Ah, oui, il y a moins d'inertie parce qu'effectivement, la seule inertie que l'on a, c'est le parement, c'est la plaque de plâtre. La Donc, plaque de plâtre. voilà. Donc, en fait, la plaque de plâtre doit avoir deux fois moins épaisse que le Fermacell. Et du coup, le Fermacell a une inertie de 20 minutes, hein,
et le parement à peu près une inertie de 10 minutes. D'accord, ok. Et est-ce que là, ce type de plancher, ça fait profiter d'un effet confortable si on marche pieds nus, typiquement? Oui, alors pieds nus, oui. Alors attention, c'est pas non plus un sol de hammam. On est avec un sol qui va être plutôt vers les 24 degrés, ce qui est pas mal. Hein, ce qui est pas, si surtout c'est du carrelage, ça donne un peu un effet un peu doux, mais c'est pas un endroit où on va se dire on se roule par terre parce que c'est chaud. C'est dans les maisons modernes, on est entre 22 et 24 degrés maximum. Hein. Oui, ok. Et avec un plafond chauffant, donc ça serait du rayonnement qui chaufferait le sol. Est-ce qu'on Exactement. va tirer du même effet au niveau du confort si on marche pieds nus? Alors, du coup, je sais pas. Ce que les gens disent, ceux qui ont mis des plafonds chauffants chez eux, c'est que c'est un confort réel parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir une chaleur qui nous descend sur les épaules, un peu comme le soleil, en fait. Sachant qu'en général, les gens qui ont ça mettent des tapis, des trucs comme ça par terre, donc ont un effet un peu différent, quoi. D'accord. Ok, merci. Alors, je vois une question, excusez-moi, je vois une question. Certaines ajoutent un ballon tampon pour limiter les arrêts et démarrage de la PAC. Oui, alors le ballon bleu que vous avez à droite est en fait un ballon tampon déguisé en ballon de chauffage parce qu'il fait les deux. Donc le haut du ballon sert à faire de l'eau chaude sanitaire et le bas du ballon sert à compléter l'eau chaude sanitaire à 35 degrés, mais aussi de réserve pour pour la pompe à chaleur. Donc, en gros, on a à peu près 150 litres à 55 degrés et le complément des 300 litres à 35 degrés pour permettre d'aller vers le plancher. Alors, quelle est la position tel que le schéma, on l'a fait avec cette installation, la pompe à chaleur en mode chauffage produit toujours de l'eau chaude vers le ballon. Donc, soit en haut à 55 degrés, et dès qu'il n'y a plus besoin de 55 degrés, le capteur en bas va mesurer s'il y a un besoin et va chauffer le bas. Et c'est au circulateur que vous avez à gauche de la pompe à chaleur, qui est à gauche de la pompe à chaleur, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, là c'est à droite, voilà, à gauche, là, à gauche. Voilà, c'est ce circulateur-là qui est relié avec les thermostats de la maison, du logement, qui va pomper de l'eau à 35 degrés dans le ballon, s'il y en a besoin. Donc, le mode de fonctionnement, on veut chauffer la maison, ce circulateur-là se met en marche. D'ailleurs, il marche actuellement ou pas? Il doit marcher actuellement. Ouais, il marche D'accord, actuellement. d'accord. Et la pompe à chaleur, dès qu'elle va voir qu'effectivement que le ballon se refroidit, va se mettre en marche avec une inertie de 100 litres. Et puis, dès que le circulateur va s'arrêter, le ballon va monter en température et la pompe à chaleur va s'arrêter. Donc Est-ce que là, vous il y avez d'autres a questions? alors une petite précision sur l'installation. Donc au niveau du geocooling, donc du rafraîchissement en été, le principe fonctionne de la même manière. On va prendre la fraîcheur de la terre et pour ce faire, on va utiliser contrairement en hiver, on va utiliser une 23 voies qui va faire passer le fluide directement à l'intérieur de l'échangeur à plaques. Et cette 23 voies, elle est contrôlée, donc c'est une électrovanne, donc elle est contrôlée avec du 220 volts. Ce qu'a fait le client pour se simplifier la vie et pour que ce soit beaucoup plus fonctionnel, il a mis un thermostat donc en été et hiver. Donc comme ça, il y a juste besoin un interrupteur en été et hiver. Il y a juste besoin d'appuyer pour justement passer d'un mode à un autre. Oui, alors, question d'un client qui pose la question, que se passe-t-il si besoin d'eau à 35 mais pas à 55? Alors justement, donc là, on a eu deux versions de pompe à chaleur. Donc la version que vous avez là, c'est la V1 qui est complètement câblée, mais en câblage logique. Et là, je vais vous montrer en fait, du coup, les V2 qu'on livre actuellement, en fait, sont livrés avec une box domotique qui permet justement de regarder comment ça peut se passer dans la pompe à chaleur. Donc déjà, pour les gens qui sont livrés maintenant, on a au niveau des différents paramètres les températures du ballon, donc n'importe où dans le monde, sur votre téléphone ou sur votre PC. Donc la température de la partie ECS et la partie basse, les différentes températures d'entrée-sortie des échangeurs de la pompe à chaleur, mais surtout comment d'ailleurs vous voulez utiliser votre pompe à chaleur.
si elle est en marche ou pas, si vous voulez utiliser du chauffage, du géocooling, le CS. Si vous n'avez pas besoin, par exemple, de CS, ben, vous mettez off et du coup, ben, on ne va plus chauffer à 55 degrés, on va chauffer qu'à 35 degrés. On a rajouté aussi la partie loi d'eau. Et puis d'ailleurs, si effectivement on veut rajouter des contacts secs chauds et froids, si on a une chaudière ou une PAC auxiliaire et des radiateurs électriques. Donc tout ça est intégré maintenant sur les versions qu'on livre actuellement. Et puis ici, la partie droite, c'est juste les contacteurs de relais domotique pour voir les états, pour visualiser à tout moment comment fonctionne la pompe à chaleur. Voilà, donc je reviens, je vous laisse de nouveau la main. Alors, pourquoi mettre en œuvre une chape sèche à la place d'une chape fluide? Alors, le truc, c'est que effectivement, quand on met une chape sèche, on diminue l'inertie parce que la densité au mètre cube de la chape sèche est 2 fois moindre que celle du béton qui est utilisé pour faire une chape fluide. Et en plus, on peut diminuer fortement l'épaisseur. Donc, une chape fluide, en général, là, on a 5 cm, mais on est plutôt vers les 6 à 8 cm d'habitude. Et une chape sèche, on est plutôt à 2 cm. Donc, quelque chose qui est 2 fois moins lourd, matique, qui est 2-3 fois moins épais, permet de diminuer l'inertie et de pouvoir facilement, l'hiver, moduler la température entre quand j'ai besoin de chauffer pendant la journée et moins chauffer la nuit, donc des économies d'énergie. Et l'été, on a besoin aussi d'avoir une activité assez importante pour la partie rafraîchissement, notamment au niveau du point de rosée. Parce que dans les régions du nord, on n'a jamais de problème de point de rosée, sauf une seule journée dans l'année où il va y avoir un temps orageux, après lequel on n'a pas besoin de refroidir, mais il y a juste une heure pendant laquelle on peut avoir un risque de condensation sur le sol, parce que le sol est encore froid, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, il fait encore chaud, mais du coup, ça se refroidit d'un seul coup dehors. Et pendant cette heure-là, si vous n'avez pas en fait un sol qui se refroidit, qui est très réactif, à ce moment-là, on peut garder trop longtemps une température fraîche au sol et avoir de la rosée qui semble par terre. Autre question? Antoine, tu voulais dire quelque chose par contre, non? Non, c'est bon. J'ai fait le point sur l'installation. Ouais, Donc d'accord. après, on a 4 sujets de discussion, mais on va passer en caméra off. D'accord, ok, très bien, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'est bon pour maintenant? De toute façon, donc cette vidéo, donc on va la diffuser sur notre compte privé autoconstruction sur Facebook. On va voir si on peut mettre aussi sur YouTube. Voilà. Donc demain matin à 11h, on a un professionnel qui va montrer comment il pose ce qu'on appelle le calé au sol classique, qui est un produit qu'on colle par terre et sur lequel on colle directement le carrelage dessus. Alors, des questions. Avez-vous déjà parlé du circuit extérieur? Oui, on en a parlé initialement. Donc, pour ceux qui étaient un petit peu en retard, donc on va diffuser la vidéo, comme ça vous verrez toute la vidéo du début. Et ce sont des murs géothermiques, parce que notre produit particulièrement est plutôt le mur géothermique que les corbeilles. Et pour le mètre linéaire de tuyau, a un meilleur rendement que les corbeilles. Donc, c'est pour ça qu'on préfère mettre les murs géothermiques que les corbeilles. Autre question? Alors oui, donc oui, allez-y. Excusez-moi. J'ai une question, je ne sais pas si vous m'autorisez, c'est de savoir le coût d'installation pour cette maison en totalité au niveau chauffage, que ce soit avec la pompe à chaleur, le plancher chauffant et tout ça. Un ordre d'idée, quoi. Oui, oui. Alors ça, c'est peut-être une question que justement le propriétaire pourra répondre directement. Si vous avez une idée approximative du coût global entre le plancher chauffant et la partie géothermique, que ce soit installation et fourniture du matériel. Pour estimer le coût, c'est compliqué parce que moi, j'ai fait toute l'installation tuyauterie moi-même. Donc, mon temps, je ne peux pas donner un taux horaire comme un professionnel. J'ai choisi le cuivre parce que le cuivre est plus facile à
mettre en place et à souder. Mhm. Et puis, après, toute la vidéo qu'on a vue, on voit les tuyaux de cuivre bruts, mais ils vont être tous isolés pour Mhm. limiter les pertes d'énergie. Oui, bien sûr. Très important, Et puis, effectivement. et puis, ça évite aussi de voir à certains endroits de la condensation. Parce que l'eau qui repart vers les murs géothermiques est tellement fraîche par rapport à la température intérieure, on a tendance à voir un peu de condensation Mhm. Ouais, exactement. sur le retour. Ce Ouais. que vous expliquiez tout à l'heure. Oui. Alors, il y a différentes questions qui sont arrivées pendant ce temps-là. Donc, la puissance des murs géothermiques. Alors, quelle que soit la sonde géothermique, effectivement, un tuyau de 25 mm de diamètre, ce qu'on appelle SDR11, va produire en instantané entre 12 et 15 watts par mètre linéaire. Donc, effectivement, la puissance instantanée est fonction du mètre linéaire de tuyau. Maintenant, c'est dans le temps, cette puissance va varier en fonction de l'épuisement ou pas de la Terre et de la façon dont on va utiliser ce tuyau. Et du coup, en fait, le mur géothermique, on l'a créé avec un paquet d'itérations de calcul grâce au BRGM pour essayer justement d'avoir le rendement le meilleur sur ces nombres de watts par mètre linéaire tout au long de la saison. Mais les calculs montrent que pour une puissance instantanée calculée de 1400 watts par mur géothermique, les calculs montrent que si on veut avoir un bon rendement de pompe à chaleur, donc si on ne veut pas pomper trop sur la Terre, on a une puissance moyenne sur l'année de 1000 watts. Donc avec et en général, la saison de chauffe est calculée en gros à 1800 heures, ce qui fait que un mur géothermique va sortir à peu près 1800 kWh de chaud, enfin d'énergie renouvelable tout au cours de l'année. Donc là, je vous ai mis sur l'écran, pour ceux qui ont un écran, l'étude thermique qu'on a fait pour notre client, donc qui est dans le 86. Donc c'est pour ceux qui ont déjà fait faire une étude thermique par nos soins, vous reconnaissez le format. On a pris un jet de la maison qui est révélateur d'une maison à RT 2012. La surface habitable chauffée de 140 mètres carrés, c'est bien ça. Et les calculs initiaux étaient de montrer 2 mètres 50 de sous plafond et 4 personnes. Et du coup, le calcul brut de fonderie nous donne une pompe à chaleur de 4 kW. Alors, 4 kW, en général, on va prendre un petit peu au-dessus. Donc là, on a mis notre pompe à chaleur. Donc, débit nominal de 2 mètres cubes par heure, une puissance de watts de 2 watts. Et la puissance calorifique de la pompe à chaleur qui a été installée, que vous voyez sur la vidéo, c'est de 4,86 kW et une puissance absorbée du compresseur de 1,08, ce qui vous donne un COP, donc un rendement de 4,5 quand l'eau qui ressort des murs géothermiques est à 0 degré. Donc, bien sûr, le but, c'est d'éviter d'obtenir 0 degré, mais plutôt de rester dans les zones où on est vers les 9 degrés, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc on a mis un coefficient d'échange du plancher chauffant, la température minimum de 18 degrés pour le géocooling. On était en sable, on a mis du sable alluvion, en fait, plutôt du calcaire, mais ça ne change pas grand-chose. Et voilà, ici, les paramètres thermiques qu'on espère, qu'on va obtenir. Voilà, en fait, on va avoir une PAC qui va avoir un rendement sur l'année de 4,96, donc quasiment 5, avec 5 murs géothermiques. Alors, comment ça se décompose? Donc, vous avez la ligne ici du dessus qui montre quel est l'emploi des calories qu'on va utiliser dans la maison, et la ligne d'en bas, quelle est la source. Alors, les 4,96 sont calculés sur l'ECS et le chauffage, et ne tiennent pas compte du géocooling. Donc, c'est juste la partie chauffage. Ici, le géocooling est dit gratuit parce que c'est du géocooling, donc pompe à chaleur arrêtée. Et c'est pour ça que ça rentre dans les calculs RT 2012 et RE 2020, parce qu'on fait du rafraîchissement sans avoir de machine qui fonctionne. Alors, du coup, pour chauffer cette maison, on a besoin de 3650 kWh de 2CS en finale et 4500 ou 4600 kWh de chauffage. Et du coup, pour faire ça, on a besoin de 1600 kWh d'électricité. Et ce qu'on va ressortir des murs géothermiques, c'est 6500.
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut produire jusqu'à 1800 kWh de chauffage. On voit ici que les 6500 par rapport aux 5000, enfin 5 murs, c'est inférieur. Là, on est peut-être à 1200 kWh. Ceci s'explique qu'on veut avoir un COP qui est important. Donc, le truc, c'est pas d'optimiser les 15 watts par mètre linéaire de tuyau, mais de savoir quel est le bon compromis entre le métrage de tuyau qu'on met dans le sol et le rendement qu'on veut avoir. J'estime comme directement avoir un COP de 5 avec le CS, c'est un minimum si on veut parler de climat. Effectivement, on peut descendre à 3. C'est ce qu'on aurait certainement avec voire 2,5 avec une aérothermie qui produit le CS. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer à nos clients quelque chose qu'avec un COP de 5 avec de l'ECS. Si on n'avait pas de l'ECS, on aurait un COP de 6. Donc, c'est complètement différent. Voilà. Donc, voilà le truc du bilan de performance énergétique qu'on attend sur cette maison. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? J'ai l'impression que j'ai assommé tout le monde là, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est fantastique. Soit on a été complètement soporifique, soit on... Non, une question encore. Oui. Les tuyaux qui desservent les murs, Oui, oui. empierrés, ils sont en haut du mur, donc à la position haute du mur, Oui. et ils doivent circuler à quelle profondeur du sol? Alors, on aime bien les mettre à même hauteur que le haut du mur géothermique. Donc, si le haut du mur géothermique est à 1,5 m de profondeur, de faire une tranchée à 1,5 m de profondeur. Ça, c'est surtout important si on veut faire du géocooling, de telle façon qu'en fait la fraîcheur qu'on récupère à moins de 3 mètres ne soit pas détruite par un tuyau qui est en surface. C'est surtout ça en fait. C'est surtout l'utilisation qu'on va en faire derrière. Alors, pendant qu'on parle de ces fameux tuyaux, parce que c'est toujours un sujet de débat, il doit être une section assez importante en général. Là, chez nos clients, il est de combien, Antoine, cette section-là? Il est en diamètre 32 en PE100. D'accord, donc diamètre 32 pour une longueur qui n'est pas très importante. Ça, il y a 50 mètres au plus loin, il y a 50 mètres entre le dernier regard et la pompe à chaleur. Aller-retour ou aller simple? Aller simple. Aller simple. Donc 100 mètres aller-retour. D'accord, ok, en diamètre 32. Pour 5 murs géothermiques. Donc pensez que si vous en mettez plus, il faut mettre un diamètre supérieur ou mettre plusieurs tuyaux, parce que là, en fait, on a en général beaucoup de longueur et beaucoup de débit. Et du coup, il faut mettre le bon tuyau, la bonne section. Et dernier point là-dessus, la bulle d'air. Donc, comme pour les plats chauffants, c'est un système de tuyaux. Donc, dès lors qu'il y a une bulle d'air quelque part, c'est la panique. Il se passe plus rien. Donc, c'est pour ça qu'on on pré-remplit chez nous les murs en glycol pour le chauffage ou en eau si c'est uniquement pour le géocooling. Et donc, il faut faire vraiment attention quand on installe ce tuyau donc de connexion de l'intérieur vers les murs géothermiques, qu'on installe ces tuyaux sans bulle d'air. Donc, soit avec une bonne pente qui est constante, de l'ordre de 1 à 2 cm par mètre, soit faire un préchargement d'eau ou de glycol dans ces tuyaux avant de mettre en place, de façon qu'on ne soit pas tanké avec une bulle d'air. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question. D'après ce que j'ai compris par rapport au chat, préférable ne pas avoir trop d'inertie avec de la géothermie. Alors, c'est pas seulement pour la géothermie, c'est dès lors que c'est surtout deux choses. Un, on veut pouvoir faire des économies d'énergie quand on n'est pas là. Donc, on veut éviter de chauffer une dalle qui donne des calories au moment où on n'en a pas besoin. Dans le passé, j'ai vu trop de gens dans le sud de la France, par exemple à Toulouse, qui se baladaient en maillot de bain au mois de mars, parce que du coup, le plan chauffant avait fortement chauffé le matin parce qu'il faisait froid, comme aujourd'hui. Et puis maintenant, il fait beau, la dalle est chaude, il y a du soleil dehors, et du coup, dans la maison, c'est 28 degrés. Donc d'avoir des chapes avec peu d'inertie permet d'éviter ce coup de chaud à midi, et du coup, d'éviter d'ouvrir les fenêtres parce qu'on a trop chaud, et du coup, de faire des économies d'énergie. Deuxième point pour cette inertie, c'est surtout pour le rafraîchissement, qui devient de plus en plus un besoin.
on a masqué le problème avec l'arrêté 2012 en disant que c'était entre guillemets interdit. Donc, du coup, tout mettre des clims à la suite. Dans l'ERE 2020, ça devient un calcul obligatoire et surtout un besoin de confort qu'ont les gens de plus en plus. Et rafraîchir avec un plan chauffant, ça devient naturel, parce que confortable, mais il faut éviter d'avoir cette inertie qui pose un problème quand on a un orage qui arrive une fois par an, mais il faut le prévenir. Voilà. Et du coup, c'est problématique pour l'environnement d'installation d'avoir un ITE avec l'intérieur en béton. Alors, donc ITE, donc isolation par extérieur, et puis l'intérieur en béton, effectivement, ce qu'on voit de plus en plus comme un bon compromis, c'est d'éviter de mettre de l'inertie sur l'élément chauffant, mais deux, de mettre un peu d'inertie dans les parois de la maison, de telle façon qu'on puisse avoir un effet d'accordéon qui s'atténue, parce que quand on n'a pas du tout d'inertie, du coup, on a facilement très chaud et très froid, alors que si on a de l'inertie dans les murs ou dans une cage escalier en béton, un truc comme ça permet d'atténuer cet effet d'accordéon qu'on peut avoir, qu'on n'a pas du tout d'inertie, et qui pose parfois problème dans une maison en bois. Voilà. Autre question? Ok, merci. Alors, ouais, alors du coup, qu'est-ce qui a marqué? Le pas de vin sur le réseau de machin semble automatique chez vous. Oui, c'est automatique. Alors, effectivement, donc les ancêtres du plancher chauffant sec donc prenaient des pas différents entre près des fenêtres et l'intérieur de la maison. En même temps, ces mêmes ancêtres on préconisait de faire démarrer la boucle d'eau chaude plutôt vers un point froid et de revenir vers l'intérieur de la maison, du coup avec un delta T, donc d'avoir une eau qui chauffe de 5 degrés de moins vers l'intérieur de la maison. Maintenant, ça c'était il y a 20 ans. Maintenant, les maisons ont changé, l'isolation a changé, on n'a plus de fenêtres simple vitrage, enfin a priori, dès qu'on met un plan chauffant, on n'a pas de fenêtres sur simple vitrage. Donc on a moins ce problème d'écart de température entre être près du mur extérieur et être au milieu de la pièce. Et puis en général, on ne met pas son fauteuil non plus contre le mur extérieur. Et on garde toujours en fait aussi le fait de chauffer plutôt, d'avoir le départ de la boucle côté froid de la pièce contre le mur et de revenir vers l'intérieur de la pièce. Donc du coup, on vient de garder 20 cm partout, ce qui semble suffisant. Et puis en plus, à l'époque, on était vraiment limite au niveau de l'utilisation des points chauffants. Donc on était vraiment à 100 watts par mètre carré, qui nous donnait 28 degrés au maximum en surface. Et maintenant, en fait, on n'est jamais à 100 degrés, à 100 watts. On est plutôt à 40 ou 50 watts maximum par mètre carré. Pardon, quelqu'un qui disait qu'on n'entendait rien? Non, c'est bon? Ok, donc en fait, c'est toute cette notion de chauffer plus près des fenêtres a beaucoup changé ces dernières années et fait en fait que c'est plus quelque chose qui est important maintenant. Quelqu'un d'autre? Antoine, il y a des choses à raconter côté terrain? On avait préparé 4 sujets, on va dire, qui peuvent intéresser Oui. si on veut l'installation. Donc, c'est le matériel utilisé. Je vais laisser au niveau de la géothermie, au niveau des tranchées. Je vais laisser parler le propriétaire des lieux. D'accord, très bien. Oui, donc pour installer dans les tranchées, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, j'ai mis un lit de sable dans le fond de la tranchée parce que moi, j'étais dans un terrain très calcaire. Donc, pour éviter que les tuyaux soient en contact avec le calcaire, j'ai mis un lit de remblai tranché, là, comme vous disiez. Et après, j'ai rapporté de la terre beaucoup plus meuble et sablonneuse pour qu'il y ait un échange et puis un compactage autour des tuyaux de géothermie parfait.
Très Je bien. me suis permis de descendre dans les tranchées parce que autrement, si on descend pas dans la tranchée, comme vous le disiez tout à l'heure, les simples planches en bois, ça suffit pas. Oui. Il y en a quelques-unes qui ont cassé et Mhm. il faut Ah, maintenir, d'accord. Mhm. le tuyau pour que la terre glisse tout doucement de chaque Mhm. côté du tuyau. Mhm. Autrement, les planches, c'était pas suffisant. Moi, c'est ce que j'ai rencontré D'accord, comme très bien. souci. Ok. Alors, effectivement, c'est dangereux. Mhm. Il faut faire attention. Mais Mhm. que là, comme j'étais dans un terrain calcaire, ça Mhm. risquait pas de s'ébouler. Mhm. Mais après, il faut avoir un homme à la pelleteuse qui soit très, très adroit et surtout pas brutal, quoi. D'accord. Très bien. Il me versait pas la terre sur moi. J'étais juste décalé d'au moins 1 mètre de l'endroit où il remblayait. Mais je D'accord. permettais de maintenir l'écartement des tuyaux. Mhm. Et le point important qui a été dit, mais qu'il faut bien préciser, justement, c'était cet effet de compactage qui est très important pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air ou de vide d'air à l'intérieur de la tranchée et permettre ainsi d'avoir du compactage correct et un échange correct au niveau calorique. Alors, pendant ce temps-là, donc Florence pose une question. Pourquoi pas mettre 15 centimètres pour faire des économies, pour me chauffer à 28 degrés plus qu'à 35? Alors, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, on a mis 35 degrés dans cette pompe à chaleur. Maintenant, on s'aperçoit que, en fait, on pourrait, en fait, je pense que ce sera un peu un Rex après sur cette maison une fois que le premier hiver sera passé. Mais en fait, on chauffe maintenant avec les maisons RT 2012 ou R 2020, on chauffe très rarement à 35 degrés. Effectivement, on est déjà avec un pas de vin. On est à un pas de vin, on est déjà assez souvent à 28 degrés plutôt qu'à 35 hein, avec un pas de vin. Alors, on a fait aussi des calculs. En fait, on a fait des calculs parce que un peu forcés, parce que quand on passe les normes, les bureaux d'études vous forcent la main en disant, bah, en fait, il faut faire plusieurs pas, comme ça vous êtes tranquille. Donc, euh, on a eu des normes passées pour 10 centimètres et 20 centimètres. Et on s'est aperçu qu'en fait, le gain de puissance entre 10 et 20 centimètres de pas était de l'ordre de 5 ou 6%. Du coup, en fait, c'est pour ça qu'on essaie à 20, parce que du coup, ça permettait quand même d'avoir des coûts intéressants au niveau du produit. Alors, il y a une question sur le coût du terrassement. Alors, je Alors, pense que on peut avoir un coût justement, horaire de la machine et puis le nombre de jours, par exemple. on en parlait à Ben, l'instant. le coût Vas-y. du terrassement, c'est compliqué parce que là, nous, on était en terrain caillouteux, donc on était obligé de prendre une Un burin? pelleteuse un peu Ouais. surdimensionnée. Alors, on était obligé de prendre une 15 tonnes Ah oui. qu'on a louée à la journée, hein, une société qui était à côté de chez nous, là, qui nous a loué une pelleteuse avec un chauffeur. D'accord. Et ça vous a coûté combien la journée, ça, à peu près? Je vais vous dire des bêtises, je m'en souviens plus. Ah, d'accord. Euh, parce que ça fait déjà pratiquement un an, hein, donc je me souviens plus du prix. J'ai tellement de factures qui me sont passées sous les yeux que là, je vais vous dire des bêtises. Mais D'accord, très bien. vous regardez dans les sites de location, ils vont vous dire combien ils vous louent une pelleteuse de 15 tonnes. Hein. Oui, tout à fait. OK. Donc Kiloutou, on peut aller sur le Kiloutou et puis on a le prix effectivement la journée, hein. Ah ouais. Oui, il y a Kiloutou, mais après, Ouais. il faut une 15 tonnes. Je ne sais pas si chez Kiloutou, ils ont des 15 tonnes. Hein. Après, il y a des fournisseurs locaux qui Oui, ont tout à fait. l'habitude Oui, tout à fait. de vous louer des machines. Hein. Ouais. Voilà. Alors ça dépend assez, quoi, de ce que j'ai vu, hein, ça dépend assez de la saison. Ça varie entre 150 et 350 euros la journée. Voilà, la location. Donc là, ça, il faut ajouter le chauffeur si vous avez besoin, et puis le coût d'amener l'engin sur le terrain. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous avez à faire des excavations pour le VRD, c'est intéressant de mettre en place les murs géothermiques en même temps que le VRD, de façon que d'une fois que la machine est sur place, bah, elle fasse tout, plutôt qu'elle revienne deux fois, parce qu'il y a un coût non négligeable d'amener les machines sur une remorque. Voilà. Et par contre, vous l'avez loué combien de temps pour faire les 5 murs? Une semaine à peu près, avec Une journée et demie. une journée et demie? Non, c'était rapide. Oui. Alors, une journée et demie, il y a eu du coup la première journée où elle est arrivée, la réalisation de la tranchée, et le lendemain, Mhm. sur toute la journée, il y a eu l'installation la mise en terre des 5 murs et aussi le remblaiement des 5 murs. Et après, il y a eu le reste, on va dire, le reste de la semaine pour tout ce qui va être raccordement entre nourrice, pompe à chaleur et
et toute la partie géothermique, sans parler de l'intérieur. Très bien. Il y a des gens, effectivement, il y a des gens qui m'avaient dit que déjà c'est possible de mettre 5 murs en terre par journée, mais vous êtes le premier client qui me le dit comme ça. Très bien. Sans compter raccordement Ouais. et- Donc oui. Enfin, donc du coup, la machine est restée combien de temps chez vous? Deux journées, 2 jours, vous avez gardé la machine? D'accord. 2 jours. Toujours de location. D'accord. Ah oui, parce que la société qui nous l'a loué en avait besoin pour lui. Ça, Donc, ça aide. Ça aide. il nous a mis la pression, entre guillemets, quoi. Il a Ouais, dit, je d'accord. veux bien vous rendre service, enfin, moyennant finance, évidemment. Je veux Mhm. bien vous rendre service, mais ça ne sera pas plus de 2 jours parce que moi, j'en ai besoin sur un autre chantier. Très bien. Alors, quelle est la profondeur de la tranchée? Est-ce que vous avez une estimation de chez vous? Combien vous êtes descendu? 3,50 m. 3,50 m. Très bien. Avec Si un je godet prends de 40. un godet de 40, d'accord. Ce qui est à peu près un standard, hein, je crois, pour ce Et genre oui, de 40, machine. c'est standard, oui. Ouais, voilà. Alors, Quand j'avais 3,50 m, oui. regardé votre Oui. pub, Oui. ça faisait voir une tranchée beaucoup plus fine, mais autrement, Oui. ça va être. Pour emblayer, c'est compliqué, hein. on avait mis qu'un seul Mm. mur. Mm. Très bien. Alors, donc, quelle profondeur? Alors, très bien. Donc, effectivement, on demande en général 3,50 m parce que, en fait, le mur fait 1,80 m de haut, parce que c'est facile à transporter, etc. Et du coup, 3,50 m plus 1,80 m, ça nous laisse encore 1,20 m en haut, qui permet d'avoir une température l'été qui est intéressante. Alors bien sûr, si vous faites que du chauffage, on pourrait creuser un peu moins. Par contre, plus on veut rafraîchir, plus on creuse profond. Et du coup, la question pour les doubles murs, donc là, effectivement, là, c'est une autre histoire, donc on est plutôt à 4,50 m, 5 mètres de profondeur. Alors, en principe, les 12 ça s'appelle les 12 tonnes, peuvent aller jusqu'à 5 mètres de profondeur. Si on met l'engin donc en bout de tranchée, on peut descendre à 12, on peut descendre à 4,50 m de profondeur. Voilà. Pardon, moi j'ai une question parce qu'on parlait là, avant de Oui. repartir sur l'idée des boucles, etc., Mmh. de la température, on parlait du compactage, il n'avait pas mis le même matériau pour l'excavation, il avait remplacé par autre chose, par un truc plus sableux. Oui. Et j'ai vu quelque part là sur votre site que vous parlez d'un coulis ou de quelque chose comme ça. Un coulis, c'est ça? Alors, c'est surtout en fait, non, le coulis en fait coûte très cher, c'est une sorte de béton. Ce qu'on propose, c'est si on peut pas remettre la même terre, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du sable de carrière, qui est plutôt en général du calcaire, ce qu'on appelle de la file, quoi. C'est comme du mani ou du calcaire qu'on trouve souvent comme remblayage sous les routes. Donc c'est un sable qui est vraiment très fin, qui est autocompactable et qui en fait une fois qu'on le noie dans l'eau va pouvoir vraiment se tasser comme il faut et être très dur comme une pierre pratiquement. Et du coup c'est une bonne une conductivité thermique par rapport à du sable. Alors c'est du sable de calcaire, hein, excusez-moi, pas du sable de calcaire, à comparer à du sable de carrière, de balastière, qui est plutôt un sable qui est un peu plus isolant parce que du coup il garde pas mal d'interstices entre les grains. Donc il faut préférer du sable de calcaire. Voilà. Calcaire. Sable calcaire, ok, Ouais. d'accord. D'accord, ok. Alors Parce pour que les gens qui habitent le nord, ça parle à beaucoup. Pour les gens qui habitent le sud, peut-être un peu moins. oui, non, parce que le monsieur disait qu'il avait fait Ouais. une propreté au fond de la tranchée pour pas que ça Oui. soit en contact avec du calcaire. Alors c'est pour ça que je comprends pas. Moi j'étais dans un terrain où il y avait quand on a fait la tranchée, on est tombé sur des gros molons de calcaire. En fait, pour avoir un échange dans le fond et que ça soit bien d'aplomb, qu'on ait une couche assez, comment dire, pour éviter que les tuyaux soient directement en contact avec Avec les calcaires qui n'étaient pas forcément réguliers, j'ai mis oui. D'accord. du sable spécial de remblai de tranchée, là, comme vient de dire. Ouais, voilà. Alors oui, puis en plus, peut-être que vous avez aussi des trucs pointus qui dépassaient. C'est pour éviter d'amocher un peu le tuyau. Hein, aussi. Exactement aussi, oui. C'était pour être sûr d'avoir vraiment une couche parfaite. Alors oui, le tuyau donc est fait en ce qu'on appelle le PE100 RC, donc résistant à la craquelure.
pour avoir une durée de vie assez longue. Néanmoins, il faut éviter de lui mettre, justement, c'est pour ça qu'on rebouche avec une terre sans pavasse. Il faut éviter qu'au moment où on va le reboucher, on va heurter le tuyau ou par la suite il soit blessé parce qu'il y a une pierre qui va le compresser, quoi. Faut le blesser. Bah, c'est un peu comme si vous disiez je mets un tuyau d'eau potable et puis je rembouche ça avec du tout venant, quoi. Ça n'a pas forcément très confiance non plus, quoi. D'accord. Ok, parfait. C'est bon? Une toute Ouais. dernière question que Oui. j'avais pensé, comme ça on va terminer assez rapidement. C'était les choses importantes à faire attention avant de commencer ce genre de projet. Quels sont le ou les conseils à donner pour justement tous ceux qui veulent se lancer dans cette aventure? Oui. Ce qu'il faut faire, c'est une analyse de terrain. Parce que si vous êtes sur un terrain qui va être que vous êtes que sur du grison, ça va être pratiquement inenvisageable de faire de la géothermie. Parce que vous n'allez pas pouvoir creuser dans le grison ou les terrains qui sont granitiques. Par exemple, la Bretagne, quoi. La Bretagne, mais il n'y a pas que la Bretagne. Ouais. Hein. Le massif, Ouais. le massif armoricain descend jusque dans les Deux-Sèvres. Hein. Ouais. Et il y a des endroits où, quand il y a des blocs de granit, vous pourrez jamais faire des tranchées de 20 ou 30 mètres de long. C'est ce que je veux vous dire. Est-ce qu'une étude géotechnique est suffisante? Parce qu'en fait, quand on construit une maison, en principe, on fait une étude géotechnique, hein, donc avec des mini-forages pour regarder un peu ce qu'il y a dans le sous-sol. Alors, il n'y a pas eu d'études géotechniques sur le terrain, donc D'accord. du coup, D'accord. il n'y a pas Ouais. d'éléments là-dessus. Moi, ce que je dis, enfin, pour nous, c'est pareil, parce qu'on va faire des murs géothermiques là pour nos nouveaux locaux. Je fais aussi confiance au terrassier local de nous dire s'ils sont capables de faire une tranchée de 3,50 m, quoi. C'est pas un truc où on va vous le dire à 500 km de là, mais c'est plutôt un terrassier local. Comme disait notre client, il y a assez de gens locaux qui ont les engins et qui savent faire pour nous dire effectivement oui ou non s'ils savent le faire. C'est ça, c'est les connaissances du terrain surtout qui priment là-dessus. Parfait. Très bien. Bah écoutez, donc merci beaucoup. Donc demain matin, je vais vous renvoyer par la boîte aux lettres de Christelle le lien pour ceux qui veulent voir la pose en temps réel par domo-clic d'un plancher chauffant qu'on appelle le plancher chauffant calé au sol classique. Donc il se colle par terre et sur lequel on vient directement coller du carrelage. Donc pour la rénovation plutôt que pour la rénovation plutôt que la construction. Et puis à la fin du mois, donc c'était un peu repoussé, on aura aussi une entreprise qui va nous montrer comment ils posent du calé au sol avec des lambourdes pour poser du parquet massif dans un château le long des vallées de la Loire. Ça vous va pour vous? Écoutez, très bien. Et écoutez, j'enregistre tout ça et puis je mets tout ça sur autoconstruction. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.